on peut commencer. Ma première question serait tout simplement de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours académique, un peu tout ça pour que les gens puissent vous connaître s'ils ne vous connaissent pas encore. Oh, alors déjà, j'ai trois vies en fait. J'ai ma vie de sportif au sein de la gymnastique qui m'a amené au niveau national, on va dire. Mais comme j'étais en études à côté, il a fallu que je fasse un choix parce que la gym, c'est un sport d'amateur, c'est pas un sport professionnel. Donc j'ai levé le pied sur la gymnastique pour me concentrer à mes études, enfin sur mes études plutôt. Et ces études, en fait, c'est très tôt. J'étais, si je me rappelle bien, en classe de quatrième. Je passais plus de temps avec mes profs de PS en fait qu'avec les autres profs. Et étant sportif, ils m'ont dit bah, ta voie est toute tracée, quoi. Tu rentres en STAPS et puis c'est bon, tu fais prof de PS comme nous. Sauf que le sort en a décidé autrement. Une fois que j'étais arrivé en STAPS, en fait, en France, à l'époque, je ne suis pas tout jeune, il y avait des sélections physiques et médicales. Donc il y avait un concours d'entrée et en plus il y avait un dossier médical à remplir. Et dans mon dossier médical, j'ai découvert, je ne savais pas en fait, que j'avais un spondylolisthésis, qui est en gros un petit problème de la colonne vertébrale très commun chez les gymnastes, mais qui est peut-être chez moi congénital, puisque mon père et l'un de mes frères là aussi, et qui ne m'a jamais empêché de faire du sport. Hein. Simplement pour le ministère de l'Éducation nationale, les problèmes de la vue, des genoux et du rachis étaient rédhibitoires. Donc étant déjà en STAPS et j'ai pris un gros coup sur la tête, j'ai redoublé ma première année et je me suis dit, mais je vais faire quoi maintenant, quoi. C'est là que les sciences du sport en France ont commencé justement à devenir des sciences du sport réellement et plus que de l'EPS, avec la possibilité de faire licence entraînement ou licence enseignement, quoi. Voilà. Alors là, c'était plutôt biologie du sport qui se créait à Bordeaux où j'étais. Et du coup, je me suis lancé dans cette biologie du sport qui était aussi ma passion. Et je me suis aperçu que j'ai fait, enfin, après coup, on s'en aperçoit, mais j'ai fait le bon choix. Tant C'était pas mieux. l'éducation physique qui m'intéressait, c'était la compréhension du corps humain, la façon dont il bouge, dont on peut faire ces miracles, notamment dans la discipline que j'adore, et aussi dans d'autres hein, que j'aime beaucoup. Par exemple, le rugby, il y a des trucs magnifiques qu'on fait aussi. Et ça m'a permis comme ça de comprendre qu'en fait, ma voie, c'était plus celle-ci que l'éducation physique. Mhm. Et ça ne m'a pas empêché de réintégrer un STAPS qui est celui de Créteil pour être enseignant chez eux. Et comment dire, m'engager dans une voie qui était plutôt de dire que c'est éducation physique et santé, et non pas éducation physique et sportive. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est ma deuxième vie, en fait, c'est la compréhension du fait que, et c'est peut-être ça qui m'a amené à la prépa physique, euh, du fait que l'entraînement est un outil, la préparation physique doit être une aide à, à l'atteinte d'une haute performance. Mais la haute performance, c'est quelque chose qui est en fait commun à différents domaines. J'essaie d'être clair par rapport à ça. Pour moi, un préparateur physique ou un personal trainer, quand il joue avec ils font mumuse avec les sportifs ou quand on fait mumuse avec un patient, c'est le même niveau d'exigence pour moi. C'est-à-dire, je mets mes compétences au service de deux publics différents, mais avec la même envie de les faire progresser. Et les Mhm. méthodes, très souvent, sont similaires. Hein. Un entraînement intermittent haute intensité se fait aussi chez des patients cardiaques qui ont été opérés la veille et qui se mettent sur un vélo le lendemain à Genève. Meilleur a montré ça en 95, enfin 95, comme on dit en Belgique. Et donc, ça, c'est ce qui m'a frappé en fait, dans les années 90, donc les années 90, pour être bilingue. Euh, cette, cette dissociation qui a été faite entre les deux domaines, papa physique et personal trainer, ou éducateur médico-sportif, on pourrait dire, alors que en fait, les outils sont les mêmes, les exigences sont les mêmes à la fin. Et ce qui fait que ma troisième vie, c'est justement cette. Donc le premier, c'est l'éducation physique qui était ma voie. La deuxième, c'est la biologie du sport. Et la troisième, c'est mes études de thèse qui m'ont fait découvrir d'autres domaines qui sont en lien justement avec cette complexité du corps humain. On avait, un peu de façon caricaturale, séparé le corps du cerveau. C'est ce qu'on m'a appris d'ailleurs. Hein. D'abord, la biologie, c'était l'énergétique. Là, c'était ce que j'ai eu en premier. Après, il y a eu la biomécanique. Et après, il y a le côté cognitif qui est entré en ligne de compte et qui avait fait. En fait j'ai fait la boucle et terminé en fait le triptyque, le biolo, le biomécanique, le cognitif, en faisant ma thèse dans le domaine justement du cerveau. Et ça, c'était l'introduction de la Bible, en fait. Donc, quand on Mhm. regarde la Bible, l'introduction, le chapitre introductif, c'est justement, il y a trois piliers à la performance, le côté cognitif, le côté neurophysio et le côté physique. Le Mhm. neurophysio, c'est nutrition, sommeil, enfin, toutes ces choses-là. Le côté cognitif, c'est l'apprentissage, c'est la gestion du stress, c'est l'anticipation des difficultés,
euh, la résilience, toutes ces choses qu'on évoque. Puis bien sûr, le physique, c'est le physique. Mais il y a intrication un petit peu entre les trois, hein. On voit très bien maintenant dans le domaine de la préparation physique et même de la rééducation ou de la réhabilitation chez les patients et les sportifs. Donc, c'est en gros ces trois volets qui font les trois piliers dont je parle dans l'introduction de mon livre et qui sont en fait mes trois temps, mes trois carrières, on pourrait dire, où j'ai progressivement, sans heurts, quelquefois, mais ce n'est pas de la progressivité, c'est plutôt des coups de bambou, des gros coups derrière la tête qui m'ont fait comprendre en fait, que plus j'avançais, moi, je connaissais de choses. Quoi. Ouais. Voilà. Donc la remise Donc, à zéro, c'est le bouquin, en fait, c'est la résultante de cette remise à zéro. Voilà. donc maintenant, le corps humain, il a plus de 30 secrets pour vous, quoi. Ah si, toujours, si. Là, j'ai lu je ne peux pas toutes les montrer. J'ai des piles de papier autour de mon bureau. Enfin, on les voit sur l'une des photos que j'ai mises dans la Bible. Euh, Sans arrêt, j'apprends des nouvelles choses et je vois que la prudence et non pas la certitude devait être la règle dans le métier. Sauf que certains franchissent allègrement le pas pour des raisons on va dire de clics sur des chaînes YouTube, par exemple, et qui font des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas du tout prouvé. Il n'y a aucune donnée qui permette de justifier une telle argumentation, en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un gros souci. Ouais, non, clairement. Et du coup, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, la thématique que j'aimerais aborder, c'est vraiment tout ce qui est souplesse, étirement, parce que c'est un sujet où on entend énormément de choses. On a l'impression que chacun a son avis justifié. Et donc, c'est assez difficile de déceler le vrai du faux. Et donc, ma première question serait tout simplement que vous définissiez un peu la souplesse. Qu'est-ce que c'est? Euh, bah, pour la petite histoire de la Bible, les deux premiers chapitres écrits par Didier et moi-même, on s'est attelé, lui, à l'endurance et moi à la souplesse. Pourquoi ça? Parce que c'était les deux chapitres, pour nous en tout cas, où il y avait le plus d'incompréhension de la façon dont on fonctionnait au final. Je le mets dans mes cours quand je fais mes formations ou quand je suis en conférence. Il y a 350, 400 publications de citées juste dans le chapitre de la Bible, de la souplesse. Aujourd'hui, après m'y être intéressé dans les années 90, même un petit peu avant, j'étais encore sur Bordeaux à ce moment-là avec Georges Cazorla. Je crois que j'en suis à peu près à 1500 publications de lues. Voilà. Et j'en ai mis en gros le quart dans la Bible. Je pourrais faire un bouquin entièrement consacré à ça si vous voulez. Mais ça prend trop de temps et je suis tout seul et c'est une énergie folle. La souplesse, c'est une qualité physique, comme les autres. C'est pour ça qu'elle a un chapitre qui lui est dédié. Et on peut la travailler dans des disciplines de façon, on va dire, obligatoire. La gymnastique, on est obligé de faire ça parce qu'il y a un code fédéral, un code international qui nous pénalise si on manque d'amplitude sur certains mouvements, que ce soit garçon ou fille d'ailleurs. Donc on est obligé de le faire parce que c'est codifié. Il y a d'autres, c'est pour des raisons artistiques, par exemple la danse, la gymnastique rythmique, etc. Et puis d'autres, c'est peut-être pour des questions de performance, en tout cas de gain par rapport à un adversaire, en sport de combat par exemple, où on aurait tout intérêt à avoir plus de souplesse, d'amplitude de mouvement pour taper dans la tête de l'adversaire et puis le mettre KO que juste faire un petit coup de pied en l'air pour faire joli. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit qu'effectivement la souplesse peut être intéressante pour pas mal de gens. Après, pour d'autres, c'est pas de la souplesse qui va être intéressante, c'est autre chose, mais qui est en lien quand même avec la notion de souplesse qu'on va essayer d'expliquer d'un point de vue mécanique. Donc cette souplesse qui est une qualité physique à part entière va être entraînable, améliorable, comme va aussi se désentraîner comme les autres. Donc c'est-à-dire qu'on doit la solliciter régulièrement si on veut l'améliorer ou la maintenir à un certain niveau. Et les résultats de cette amélioration, de ce maintien, on peut les voir se traduire sur la performance, sur la rééducation, la réhabilitation, etc., sans aucun problème. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est une qualité physique à part entière. C'est pour ça que c'est un chapitre qui est consacré à ça. Et après, là-dedans, dans la souplesse, comme pour toutes les autres qualités physiques, on a des méthodes d'entraînement et des techniques d'entraînement. Et c'est là que j'ai essayé de faire une synthèse avec un grand tableau, une sorte d'organigramme, pour clarifier les choses. Parce que dans la littérature, justement, il y a des mauvaises compréhensions parce que les auteurs ne font pas utiliser le même mot pour la même chose. Et c'est ça qui crée la confusion, en fait, à la fin. Et pourtant, les étirements, c'est fait depuis, si on prend Chabat, etc., enfin, des années 1920, etc., c'est bon, on sait l'utiliser en thérapie, chez les physios, les kinés, etc.
Bon, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, ce qui a été nouveau, c'est de s'y intéresser en tant que qualité physique et de publier des choses par rapport à la performance, donc étirement et performance ou étirement et on va dire, peut-être reprise de à peine blessure. Mhm. Mais du coup, est-ce que tout le monde aurait la capacité d'avoir une bonne souplesse ou il y a des exceptions qui pourraient se faire en fonction de, je sais pas moi, la morphologie ou quoi, où tout le monde a les mêmes potentiels? Dans l'absolu, tout le monde a le même potentiel parce qu'on a tous un corps avec deux bras, deux jambes. Hein. Par contre, si on regarde dans le détail la configuration d'un squelette, et ça, c'était une émission pour laquelle j'avais été expert à l'époque, qui C'est pas sorcier, qui continue à être d'ailleurs visible sur Internet. Ils étaient venus me voir au Collège de France où j'enseignais, enfin, parce que je faisais mes recherches, et je leur avais montré justement sur des squelettes, et sur moi aussi, par rapport à. J'étais encore assez souple à l'époque, je suis un petit peu moins aujourd'hui, je ne m'entraîne pas assez. Et je leur ai montré que la configuration d'un squelette peut éventuellement avoir une incidence sur l'amplitude d'un mouvement maximal. Donc, ne serait-ce que l'angle du col du fémur, par exemple, peut avoir une incidence là-dessus. La preuve en est que à l'Opéra de Paris ou à l'École nationale de musique et de danse, qui est sur Paris aussi, les jeunes qui rentrent dans ces écoles pour faire du ballet, en fait, on leur fait une radio de la hanche pour voir s'il n'y a pas, pour certains types de mouvements en danse, une configuration anatomique qui serait en fait un frein, en tout cas un blocage pour le faire. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu une maman qui m'avait contacté sur mon site web pour être rassurée par rapport à ça. Et quand j'avais vu le dossier médical et la jeune à l'époque qui avait 16 ou 17 ans, donc qui était quand même d'un bon niveau déjà de pratique, je lui ai dit, là, de ce que je vois, il n'y a pas de problème. Par contre, elle, son problème, c'est plus justement un problème de souplesse, de bon travail dans la bonne forme pour essayer de tenir ce qu'elle veut comme position de danse qui est tout à fait réglementée, lui aussi. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Mhm. Donc, oui, il y a Et- peut-être des configurations qui seront des configurations limitantes pour certaines personnes. ouais, ouais. Mais Mais du ça sera coup, que anatomique pour moi. ouais. Est-ce que la souplesse aurait, enfin, vous en avez un peu parlé avant, mais elle aurait un effet bénéfique dans tous les sports ou certains sports, euh, bah, on pourrait ne pas faire de souplesse et qu'il n'y ait aucun problème à ce niveau-là? Alors, ça, c'est c'est le chapitre 10 qui essaie d'y répondre, en fait. C'est un gros, gros, gros morceau. Et en fait, la souplesse peut travailler dans toutes les disciplines. Et après, il va falloir expliquer quoi et pourquoi. Mais parce que, en fait, c'est une qualité inhérente. Enfin, il y a quatre caractéristiques au muscle qui sont importantes. L'excitabilité, la contractibilité, l'élasticité et l'extensibilité. Okay. Et la confusion est faite, et c'est ça qui pose problème en fait, dans le domaine sportif et même médical, quelquefois, la confusion est faite entre l'élasticité et l'extensibilité. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux caractéristiques différentes, et mécaniquement, on peut les dissocier. Et c'est comme ça qu'il y a des publications qui ont bien montré que, par exemple, sur un entraînement en souplesse avec du contact relâché, on pouvait améliorer la raideur, qui caractérise l'élasticité, et améliorer les sensibilités, qui caractérisent la souplesse. En tout cas, le range of motion en anglais, qui est l'amplitude de mouvement. On pourrait dire que la souplesse, c'est une amplitude de mouvement. Mais l'amplitude de mouvement étant mélangée avec l'élasticité, il y a confusion entre les deux caractéristiques du muscle. Et c'est ça qui fait que certains vont dire l'étirement, la souplesse, enfin, la souplesse, c'est la qualité physique, l'étirement, c'est la technique. C'est pas utile, il n'y a pas besoin de le faire parce que je suis, par exemple, un coureur de marathon. Mhm. Sauf que ce qu'on voit après sur le terrain et ce qu'on met en évidence avec les méthodes d'étirement et la façon, en tout cas, de les utiliser, peut avoir des bénéfices, même sur une discipline aussi banale, entre guillemets, qui est juste cyclique, hein, qui est en cours, et puis voilà, on essaie de faire un truc qui figure moins, en tout cas, on essaye de faire moins de 3 heures, dans le meilleur des cas. Et pourtant, on voit qu'il y a un bénéfice qui peut être récupéré dans le travail de la qualité du muscle, enfin du système myofacial, plutôt, il faut dire aujourd'hui, pour être plus précis. Le muscle, c'est complètement déplacé comme appellation. Avant, on disait myotendineux, maintenant, c'est myofacial. Le système myofacial, parce que c'est quelque chose qui est, enfin, qui a besoin d'être entraîné d'une certaine façon pour en tirer plutôt la quintessence en termes de performance. Et la souplesse, en tout cas les techniques d'étirement, peuvent être profitables à tout le monde dans un cadre qui doit être défini au départ. Je ne vais pas faire la même séance d'étirement avec un marathonien ou un gymnaste. Ça, c'est Mhm. évident. Je ne vais pas Ouais, utiliser non plus les mêmes méthodes. Par ok. contre, j'ai l'intriguer dans les deux. Et c'est à moi de m'adapter à la discipline en question. Donc, il faut bien Ouais, connaître la discipline. C'est en ça que
Certains vont dire, ouais, il faut être spécialiste, il faut pratiquer pour bien connaître. Je dis, bon, non, il faut juste être analyste, observer les vidéos. Peut-être que si on a pratiqué un petit peu, on voit un petit peu ce qui se passe. Mais c'est l'analyse surtout de la discipline dans sa globalité, donc une expertise dans l'analyse, qui est le plus important. Ouais, Et non, des clairement. disciplines que j'ai jamais pratiquées, et pourtant j'ai fait de la prépa physique avec ces personnes-là. Ouais, il faut bien analyser, tant qu'on se renseigne fortement sur la discipline, qu'on analyse Il y a tous une les... littérature scientifique généralement qui peut être utilisée aussi, hein. Ça fait le point de façon plus objectif que le simple ressenti des personnes. Ouais. Et maintenant, on pourrait parler, quand on parle des plus spécifiquement des étirements, euh, on est d'accord qu'on peut un peu séparer en deux catégories, où je dirais plus les étirements qui seraient statiques et plus les étirements dynamiques. Tout à fait, oui, ça c'est très clair dans la littérature. Il y a deux formes de sollicitation, une posturale, une dynamique. J'aime pas dire statique parce que le statique, ça serait un objet qu'on pose sur la table qui bouge plus. L'humain, il n'est pas comme ça. L'humain, c'est quelque chose qui est plutôt dans la mouvance, même allongé, on a des choses qui bougent. Mhm. La preuve, quand on a le cœur qui bat, bon, on peut noter, on peut calculer, mesurer les vibrations de l'onde de propagation sur une personne dont le corps est allongé par terre. On n'est jamais statique, on a une posture allongée. Voilà. Donc ça bouge. Donc, postural, dynamique, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le graphe que j'ai mis sur l'ouvrage. On voit bien que c'est deux grandes catégories. La deuxième, la dynamique, étant la plus utilisée pour l'échauffement, par exemple, Ouais. qui va être, on va dire, préparatoire à l'exercice de la séance telle qu'on l'a conçue. Et donc, la progressivité dans l'échauffement passe par l'utilisation des étirements dynamiques, justement. Mais justement, est-ce que les étirements du coup posturaux, donc ceux statiques entre guillemets, Ah oui. est-ce qu'on pourrait les utiliser à l'échauffement avant une performance sportive ou un entraînement, ou elles sont à bannir complètement? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée le week-end dernier dans une formation de personal trainer que je donne à Lausanne, à l'UNIL. Et la réponse, pour moi, elle est très claire. Si je prends mon expérience de gymnaste, on sait très bien que la condition physique et la forme, ou l'état de forme, sont deux choses différentes. La condition physique est assez stable dans le temps. L'état de forme fluctue dans le temps. Okay, on peut en avoir la preuve en mesurant, par exemple, sa performance maximale, son ARM, par exemple. Si on le fait tous les jours, le ARM, eh bien, on voit qu'il fluctue dans le temps. Ma fréquence cardiaque de repos fluctue aussi dans le temps, sans parler d'entraînement cardio qui stimulerait sa baisse. Enfin, donc, on n'a pas de variable comme ça qu'on peut analyser et montrer qu'il y a une fluctuation, comme le poids d'une personne, pareil, on la mesure tous les jours à la même heure, on voit que le poids fluctue dans le temps, et c'est normal, c'est de la biologie, c'est les gens vivants qui sont comme ça. Si on considère que la condition physique, c'est un socle sur lequel on s'appuie pour faire la performance, et que l'état de forme fluctue, ce qui est intéressant, c'est de savoir par rapport à mon 100%, quel est donc mon état de forme, donc ce que je peux utiliser aujourd'hui par rapport à ce 100%. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour la gymnastique, pour moi, c'était très simple. Quand j'arrivais à l'entraînement, je me mettais dans des postures où j'étirais mes muscles pour voir aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, avant de commencer ma séance, même l'échauffement, où j'en étais en termes de mobilité. En gros, j'ai une réserve de mobilité qui est l'amplitude maximale que j'obtiens avec une mesure de souplesse. Et dans cette amplitude maximale, où je suis aujourd'hui. Si je suis trop bas, si je suis à 50%, je dis n'importe quoi, mon échauffement va falloir que je fasse quelque chose, quoi, parce que là, je ne vais pas être assez performant par rapport à ce que je fais dans ma séance. Donc, c'est une sorte d'évaluation préalable, la posture, en fait, qu'on va faire. C'est une sorte d'évaluation préalable de l'état de forme dans lequel que trouve chaque personne, donc avant de commencer sa séance ou l'étirement, et qui, pour moi, était un signal, quand j'étais trop bas, de prolongement de l'échauffement, pour être sûr que je sois préparé à la séance que je vais faire. Parce que la séance, je la connaissais à mon entraîneur en disant, on fait ça aujourd'hui. Donc, je savais exactement ce qui m'attendait et quel était le niveau d'exigence qu'il y avait derrière. Donc, à partir de là, un étirement, en termes de posture, par exemple, qu'on va utiliser en début de séance, c'est une sorte de mesure de l'état de forme de la personne et ce qui va m'aider à savoir si je dois ou non prolonger un petit peu l'échauffement pour être sûr d'être dans un état qui me permet de faire les acrobaties un peu bizarres pour faire gymnastique sur les agrès ou au sol. Ok, donc ça veut dire que on pourrait faire des étirements posturaux un peu pour voir si on a besoin d'en faire ou pas en fonction de sa forme actuelle. Tout à fait. Et on a ça sur leur site. Enfin,
prends l'athlétisme, un lancer de javelot, par exemple. J'ai des anciens collègues sportifs qui faisaient ça, justement. Qui, pour le javelot, se mettaient dans une posture qui leur permettait de savoir aujourd'hui, au moment où ils faisaient la séance, à l'instant T, s'ils étaient en capacité de pouvoir envoyer du pâté avec leurs bras comme une catapulte. Hein, et s'ils voyaient que c'était pas assez, c'était pas dans la forme qu'ils faisaient d'habitude, ben, ils prenaient un petit peu de temps justement pour essayer d'aller chercher justement la forme qu'ils avaient d'habitude. Ouais. S'ils pouvaient, parce que des fois on peut pas. Hein. La tête fatigue est telle qu'on peut pas. Donc, ça pourrait être mis dans tous les sports, ça. Bah, quasi, oui. Ok. Parce qu'on a Bon. tous besoin de. Là, c'était hier, on est lundi, non, avant-hier, samedi. J'étais sur une formation d'entraînement fonctionnel à Lausanne. Pareil, on testait avant la séance. Tout le monde a testé en fait sa mobilité, par exemple sur un squat, tout simplement, avec ce qu'on peut faire à ce moment-là. Et certains ont bien vu que par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a 3 semaines et ce qu'ils faisaient maintenant, en fait, ils n'avaient pas le même résultat. Certains étaient mieux, d'autres non. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est vu que ce que je vais faire dans mes éducatifs ou mes semi-techniques en haltéro je vais devoir plutôt descendre dans certaines amplitudes pour aller chercher justement la performance que je recherche. Là, j'ai un signal comme quoi, là, je ne suis peut-être pas prêt à faire ça tout de suite. Quoi. Il me faut un petit peu de temps pour me mettre dans cette mobilité au final. Mhm. Mais du coup, après avoir fait ça, on peut effectuer des étirements, alors là, plus dynamiques pour vraiment, juste avant de se rapprocher de la performance, du moment où on fait la performance en question. Oui, c'est un petit peu le, c'est un petit peu ce que j'ai écrit dans l'ouvrage, dans la Bible, le Papa Physique, où justement on a la période préparatoire à la séance qui est l'échauffement, on a différents types de techniques à disposition. Et certaines sont un peu plus efficaces que d'autres, on va dire, pour cette raison que j'ai évoquée, avec cette progressivité qui va partir de la posture à l'étirement plus dynamique, et qui est là pour préparer en fait ce qu'on appelle le cycle étirement détente, en fait, le ressort du muscle, l'élasticité, on va la préparer à ce moment-là. Mais on n'aura pas la même qualité de ressort si le ressort n'est plus aussi extensible qu'avant. Mhm. Donc, la qualité élastique, c'est la raideur qui la mesure. Mon extensibilité, en fait, c'est ma souplesse, donc mes étirements, étirements qui permettent de l'obtenir. Donc, et ça, on le voit assez facilement sur les disciplines où on fait de la détente verticale. On voit cette influence justement de ma qualité de rendu en termes d'élasticité et d'extensibilité sur la détente verticale, avec un squat jump, enfin, un saut en départ en squat ou départ avec un contre-mouvement. On voit très Mhm. bien cette différence. Mais du coup, maintenant, pour parler plus en termes de comment et combien de temps s'étirer, parce que ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez flou quand on dit oui, on peut faire des étirements avant la performance, mais des étirements, c'est quoi? C'est tenir 20 secondes une position et le répéter 3 fois par groupe musculaire ou en faire 4 fois plus et passer 20 minutes. Ça aussi, c'est un petit peu flou. Donc, si vous savez un peu, allez, rendre ça Pour moi, plus simple. pour moi, ça n'est plus trop. Hein. C'est à force de lire, on se fait une petite opinion sur le sujet. Euh, Là, il y a une chose qui est irréfutable. Plus on fait durer un étirement, plus derrière on est mou. En gros, plus on est sur une durée qui est longue, plus on sent que le muscle n'a plus la même qualité de raideur. Il est peut-être plus extensible, mais la raideur a diminué. Peu importe l'étirement, si c'est en Peu importe postural. la forme de l'étirement, sur les étirements, surtout posturaux. Un étirement dynamique, c'est différent parce que ce n'est pas un étirement en fait. L'étirement dynamique, c'est un travail concentrique-excentrique où le muscle est actif, il n'est pas passif. Et donc, c'est un petit peu différent enfin, on appelle ça étirement parce qu'on voit le muscle qui s'allonge. En fait, ce sont des gestes préparatoires à la séance. On les appelle étirements dynamiques, mais c'est un geste préparatoire à la séance qui doit correspondre à ce qu'on a programmé dans la séance. Et donc, les mouvements dynamiques qu'on fait en milieu, fin d'échauffement pour préparer vraiment la performance derrière, pour moi, je les dissocie vraiment de ce qui est de la posture. Et donc, l'étirement dynamique, on le fait naturellement, on bouge, on fait le mouvement avec les bras, les jambes, etc. On saute. C'est des choses qu'on fait classiquement à l'échauffement pour se préparer. Donc, ce ne sont pas des vrais étirements. On les met là-dedans, mais ce n'est pas des vrais étirements. C'est plus des mouvements préparatoires qui doivent être adaptés à ce qu'on va faire et qui doivent avoir même la forme de ce qu'on va faire derrière pour être vraiment utile. Sinon, faire juste je sais pas, je dis n'importe quoi.
par exemple, faire des sauts pieds joints les plus longs possibles, alors qu'on va faire séance de développé couché, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Et pourtant, c'est très dynamique, hein, c'est super, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, c'est là le côté un petit peu spécifique de l'échauffement qui doit être compris par tout le monde pour que ce soit utile. Ce n'est pas juste je bouge pour bouger, je bouge pour que ce soit utile. Et dans l'étirement postural, on sait que plus il dure, plus il baisse la raideur. En fait, il ramollit l'élastique. On pourrait dire ça comme ça. On a un effet à ce moment-là, un effet sur la performance. Et pourtant, une équipe qui était, je crois, la première d'ailleurs à le montrer en Belgique, avec Nathalie Guissard et Jean Duchâteau, Jacques Duchâteau, ils ont montré sur des exercices très simples qu'on fait dans un échauffement, c'est-à-dire un peu de cardio, un peu d'étirement, un peu d'exercice dynamique. Quand on fait à ce moment-là les étirements, il n'y a pas d'effet négatif sur la performance. Et là, on se retrouve à faire l'échauffement qu'on voit dans le cadre des activités sportives. Il faut bien dissocier ce qu'on fait dans l'activité sportive sur le terrain et ce qu'on fait dans le laboratoire. Souvent, dans le laboratoire, on isole complètement l'échauffement, on l'enlève carrément. Et on fait juste des étirements et on fait de la perte derrière. Voilà, pas s'attendre à des miracles, sauf dans certains cas de figure. Et quand on remet un petit peu de sens à tout ça et qu'on refait une publication dont les étirements sont très proches de ce qu'on fait sur le terrain, bizarrement, c'est bénéfique. Donc, il y a vraiment une lecture à faire de la littérature très vigilante par rapport au protocole en fait, utilisé par les chercheurs. Et ça, c'est ce qui a semé un peu le doute sur les étirements, au final, dans la communauté, pas vraiment scientifique, parce que nous, on lit les articles, mais sur ceux qui sont sur le terrain. Avec certains qui vont dire ça ne sert à rien, d'autres ça sert. Donc là, il y a une première chose qui est claire, c'est que plus ça dure, moins c'est bon parce que ça diminue la raideur. L'extensibilité a augmenté, donc la souplesse a augmenté, la raideur a diminué. Donc on est bien sur deux choses différentes, deux caractéristiques différentes. Et après, il y a, une fois qu'on a mis en évidence ça, il y a l'incidence de l'étirement postural avec ou sans contraction musculaire. Donc, c'est les techniques PNF, on appelle ça. Donc, facilitation neuromusculaire pour proprioceptive, contracter relâché, contraction des muscles antagonistes, etc. Et là, c'est plus pareil. Là, on s'aperçoit que sur des techniques de PNF par rapport à une technique plutôt passive, où on ne fait pas de contraction musculaire, eh bien, les techniques passives sont un petit peu là justement pour parler de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'évaluation du niveau de forme du jour pour essayer de faciliter la compréhension de notre état et prolonger ou pas un échauffement. Et les autres sont quelquefois pas forcément productives sur certaines qualités physiques. Et je crois que j'ai bien identifié ces influences dans l'ouvrage. La différence entre la force, la puissance et l'endurance, par exemple, musculaire. Donc, il y a des fois où ça n'a pas vraiment d'incidence sur la force ni sur l'endurance, par contre, ça peut en avoir sur la puissance. En plus ou en moins, d'ailleurs, hein. Ça va dans les deux sens. Et par exemple, un contracté relâché, donc c'est le même muscle qu'on contracte puis on étire. Dans les méthodes qu'on utilisait dans les années 70, 70, on avait un bouquin consacré à ça qui était sur des protocoles, mais qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. 30 secondes d'activité maximale, de contraction maximale avant l'étirement, c'est pas pensable. On voit que c'est complètement obsolète comme vision. Ça continue à être utilisé dans certaines salles de sport. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un phénomène à la fois mécanique et nerveux quand on fait un étirement de type actif. Donc, un étirement où on a une contraction musculaire qui accompagne en fait l'étirement. Et ça, c'est une sollicitation qui est positive pour les deux caractéristiques du muscle, qui sont donc l'élasticité et l'extensibilité. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que ce qu'on sait aujourd'hui, que peu de personnes évoquent, c'est que si on considère que le muscle est un système myofacial et non pas que du muscle, ce n'est pas que des fibres avec des tissus connectifs, il y a une double innervation dans le muscle. Il y a une innervation qui est somatique, donc qui est volontaire, c'est qu'on contrôle par nos impulsions cérébrales. Dans le mouvement, on peut faire le mouvement, ça c'est le somatique. Et à côté, il y a une stimulation viscérale, on va dire végétative, qui est liée au système sympathique. Donc, ça veut dire que si on comprend ça, l'étirement a une influence positive sur le système végétatif. Ça veut dire que quelqu'un qui arriverait à un entraînement, qui n'est pas très bien dans sa tête, le système végétatif, donc il est sous stress, est suractivé, le sympathique est trop activé. Donc on se retrouve avec un muscle qui a une potentialité, enfin, qui est dans un état en fait plutôt fragile, parce qu'il a un niveau de raideur très élevé. Je ne parle pas d'extensibilité, je parle que de la raideur.
valeur très élevée, qui veut dire qu'à peine on va le tirer dessus, bah, ça risque de casser. C'est un peu l'histoire du chenil de roseau. Sa rigidité interne fait que sa résistance à l'allongement va être trop importante et ça peut casser. Et c'est là que le système sympathique, en fait, est on va dire un, un système de vigilance de notre état physique, en fait, qui permet de savoir si on est en bonne forme ou pas. Littéralement, une incidence là-dessus. Et donc, le fait de s'étirer, de sentir qu'on est raide, donc qu'on ne va pas forcément avoir des muscles qui sont réactifs, donc avec une bonne élasticité, je ne parle pas d'extensibilité, et bien ça peut avoir une incidence positive avec les stretching qu'on fait au début de séance, notamment avec le contracteur léché, etc. Et ça, c'est important parce que souvent, les blessures surviennent dans des états justement de niveau de stress interne élevé. Ce n'est pas compris ça encore. Enfin, il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Et c'est parce que justement, cette double innervation n'est pas comprise, n'est pas enseignée, ou n'est pas assez évoquée lorsqu'on parle justement de préparation du muscle à l'effort. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une importance par rapport à la forme actuelle de l'athlète et pas de sa capacité de base, qu'il aurait de base en termes d'allongement. Donc, sa forme, c'est important pour lui de prendre conscience de est-ce que je suis en forme aujourd'hui et quel travail je dois du coup faire en termes de souplesse pour performer au mieux et éviter les blessures si jamais je sens que je ne suis pas en forme, pas faire telle ou telle chose qui pourrait provoquer plus facilement une blessure. C'est exactement ça, oui. Ok. C'est exactement ça. Donc, cette double innervation, en fait, elle est réelle. Hein. Je n'ai pas pu tout dire dans le chapitre sur la souplesse avec les fascias et ce qu'on sait sur les fascias. On pourrait faire un bouquin à part entière, puis il y a d'autres bouquins qui ont été faits sur le sujet, qui sont très, très bien, que je cite d'ailleurs en bibliographie. D'ailleurs, ça nous a été reproché, enfin, surtout moi, parce que c'est moi qui ai écrit le chapitre, de ne pas parler assez des fascias, mais ce n'est pas un bouquin sur les fascias, c'est un bouquin de préparation physique. Donc, le fait d'évoquer que ça existe, c'est important. Il faut que les gens aillent se documenter avec la bibliographie qu'on a donnée. Mais encore faut-il qu'ils la lisent. C'est pour ça que j'insiste sur cette double innervation qui est très peu connue et que, en fait, souvent, c'est l'origine des blessures vient de là, en fait, de cette mauvaise compréhension. L'état de mon muscle, l'état de forme de mon muscle, en fait, est en lien avec la suractivation ou non de mon système nerveux végétatif. D'ailleurs, quand on est un peu stressé, on sent le cou qui se raidit. On dit, ouais, j'ai les muscles qui sont raides. Non, c'est sur les fascias qui sont raides. Ça n'a strictement rien à voir. Le muscle, il est là, mais c'est le tissu connectif dans ce truc qu'on appelle un muscle qui est en surtension. Parce que le système sympathique qui le stimule, en fait, est trop activé parce que je suis en stress. Ok. Voilà. Et ça, potentiellement, quand on parle des courbatures, en fait, il y a deux phénomènes qui sont complètement dissociés aussi aujourd'hui, qui est la microlésion, qui est en fait liée à un stress mécanique trop élevé par rapport à cette capacité d'extensibilité du tissu. En fait, on tire trop dessus, il picasse. Et puis, il y a un autre élément qui est la douleur. Et la douleur qui est plutôt en fait une atteinte des terminaisons nerveuses qui innervent le muscle, à la fois donc, somatique et végétative. Donc, c'est pareil, tout le monde a confondu les deux. On parle, ouais, la courbature, ça fait mal, etc. Oui, mais enfin, non, c'est pas tout à fait ça. La preuve en est que ceux qui ont des fibromyalgies ont les mêmes symptômes que ceux qui ont des courbatures sans avoir les microlésions. Donc, on a bien un phénomène qui est dissocié, la douleur est dissociée de la microlésion. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec par exemple, un étirement de type postural, etc., en début de séance, c'est justement de montrer dans quel état se trouve ce système-là, un peu complexe, hein, qu'il va falloir justement apprendre à connaître, qui est en gros l'état de mon moteur, on pourrait dire, de mon outil du mouvement, mon moteur de mouvement, avant même de faire la séance. Du coup, là, vous l'aviez un peu abordé. Est-ce que ça voudrait dire que faire un étirement pendant l'échauffement, ça pourrait avoir un impact négatif sur tout ce qui est, par exemple, force, explosivité qu'on aurait besoin d'utiliser lors de la performance qui suit cet étirement? Alors là, c'est une question à la fois de technique, de méthode et de durée. Alors, dans mon livre, ce que je montre, c'est qu'il y a deux grandes méthodes, à angle constant et à moment constant. Donc, à angle constant, c'est simple, je suis sur le dos, je vais tirer les disques jambiers, donc je lève ma jambe, et quand je sens que ça fait un petit peu mal, sur une échelle de 0 à 10 en termes de douleur, on s'arrête à 7, par exemple, je suis à 90 degrés, à 90 degrés, je stoppe à ce moment-là parce que ça me fait une bonne douleur, j'attends, après je reviens en arrière, je reviens, mais au même angle. Et à chaque fois que je reviens au même angle, je vois que c'est de plus en plus facile. Et à un quand j'ai fini ma série d'étirements, je peux pousser et je vais plus loin. Donc j'ai bien l'état de mon muscle qui a changé, qui me permet d'aller plus loin.
Alors qu'au départ, le premier étirement, j'étais à 90 degrés, à 90. Le moment constant, c'est différent. C'est-à-dire que je pousse et je dois avoir une force de pousser constante pendant toute la durée du stretching. Donc ça, c'est la gestion de la douleur, en fait, doit être toujours la même. Autant dans la première méthode, dans le constant, on sent que ma raideur qui était à 7-8 au départ va progressivement diminuer au fur et à mesure que je me remets dans la même posture. Autant dans l'autre, je dois toujours être à 7-8 pour maintenir en fait le stress interne, on pourrait dire, du muscle pendant mon étirement. Ouais. Ça, cette méthode-là, en fait, est plus proche de ce qu'on a besoin pour l'échauffement et la séance qui est derrière, parce que justement, c'est ce qui va se passer dans mon muscle. Il va être en contraction en même temps qu'il va être étiré. Ça s'appelle l'excentrique, par exemple. Enfin, l'excentrique. Donc ça, c'est plus proche de ce qu'on va faire. Donc c'est vrai que la méthode à moment constant est plus utile pour préparer le muscle à ce qui va se passer dans la séance. Le moment constant, on va dire, c'est plutôt, on cherche du relâchement pour un même angle. Là, progressivement, la tension dans le muscle va diminuer. On ferait plutôt ça en fin de séance. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans les techniques, c'est avec ou sans contraction musculaire. Donc soit passif, je fais rien, j'attends, soit actif, je fais une contraction musculaire. Et là, dans les contractions musculaires, il y a avant l'étirement, et ensuite je le fais, donc c'est de contracter relâcher, ou je fais pendant l'étirement, c'est la contraction d'antagoniste. Ben justement, à l'échauffement, quand on fait une contraction d'antagoniste, typiquement, je m'assieds par terre, je vais toucher une pointe de pied, et en même temps je contracte mes quadriceps pour aller plus loin. Ben ça, c'est pareil, c'est une forme de sollicitation qu'on va retrouver dans l'échauffement et dans la séance. Ok. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'amalgamer tout, et les méthodes et les techniques, faisons un petit peu le tri, analysons ce qui se passe et regardons ce que la littérature a dit par rapport à ça. Et là, on voit effectivement que ces formes-là sont un petit peu plus intéressantes pour tout le travail de force, préparation à la force, préparation à la puissance, etc. Alors que si on fait les autres, peut-être qu'il n'y a pas de bénéfice. Quelquefois, il n'y a même pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de bénéfice, c'est que ça n'a pas d'effet direct sur cette caractéristique-là, en fait. C'est ce qui est différent. On va dire, ouais, il n'y a pas d'effet, donc je ne le fais pas. Oui, mais il y a peut-être des effets sur autre chose qui va nous être utile dans la séance. Ouais. Mais je sais que certains aiment bien faire de l'activo-dynamique. Donc, ils étirent le muscle, puis après, ils font une contraction isométrique et ensuite, ils font un mouvement dynamique de ce même muscle pour C'est justement. une petite méthode de contraste de charge, on pourrait dire en musculation. C'est du vulgaire, tout simplement. Ouais. C'est une adaptation de. Ça, c'est comme mon opinion, mais je pense que tout ce qui est étirement échauffement, chacun doit le faire en fonction de ce qu'il ressent à partir de ce qu'on sait de la littérature. On sait qu'il se passe ça, donc de quoi j'ai besoin aujourd'hui, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire justement pour préparer? Mais c'est pareil pour une rééducation. Quand on voit certains patients qui ne sont pas très bien avant la séance et puis qu'on va stretcher, qu'on va mettre dans une posture où ils sont plus à l'aise, la séance est meilleure derrière. Donc ça veut dire que toutes ces méthodes et ces techniques, c'est à nous de bien les maîtriser et de les utiliser à bon escient. Ouais. Et voir les combiner, tout simplement. Au final, c'est de l'individualisation aussi, comme dans tous les domaines de la préparation physique. Le bouquin a été écrit pour ça, pour individualiser au maximum les approches en fonction du besoin de chacun, de l'état de forme de chacun et des connaissances qu'on a actuellement à disposition. Mais du coup, maintenant, en termes de durée, ça devrait durer. Lorsqu'on fait un étirement d'un certain groupe musculaire, on fait ça, on ne dépasserait pas les 30 secondes, 20 secondes, et combien de répétitions? Là, c'est pareil, c'est assez clair. Tout ça, c'est relativement bien documenté. On va prendre 2 cas de figure, même 4, puisqu'on va les doubler. On prend un étirement qui est tout seul, qu'on fait une fois, et un étirement qu'on fait en série. Ça, c'est les travaux des années 90 et de notes où on voit que lorsqu'on maintient un étirement sur le même angle, progressivement, il y a un relâchement qui se met en place dans le muscle. Okay, donc, si c'est ça qui est recherché, en gros, je veux avoir un muscle qui est détendu. Parce qu'un muscle qui est complètement crispé, il est inutile pour faire des performances. En fait, il est dans un état tel qu'il ne peut pas être performant. Ce n'est pas vrai. Il faut, un peu comme le tennis qui serait toujours en train de tenir, de serrer sa raquette au niveau du manche, à un moment donné, il va avoir les bras tétanisés et il arrête le match. C'est un peu pareil, il faut que le muscle soit dans un état de décontraction pour être capable d'exploser. Alors, s'il est déjà explosé avant de commencer, il ne fait rien. Et donc, si on veut justement rechercher ça, cet état de détente, qui a en gros qui a un impact sur le système végétatif, sur le système sympathique, justement, on se prépare à l'action. Là, on voit que sur un étirement qui durerait donc 1 minute 30, ce sont les 30 premières secondes où on voit cet effet. Et la minute qui vient derrière, en fait, n'apporte rien de plus. Donc, le coup des 30 secondes, il a été démontré comme ça, en fait. Je maintiens un étirement avec une tension interne qui est toujours la même.
de celle que j'ai eue au tout début, là, sur ma première posture. J'étais à 90 degrés, c'est là que j'ai 7-8 sur l'échelle de cotation d'effort, de douleur. Je maintiens ça et j'attends. Je maintiens mes 90 degrés. Et je vois que progressivement, ça diminue et ensuite, ça fait un plateau. Donc, les 30 secondes, en fait, on les a identifiées comme ça. Ça, c'est pour un seul étirement. Par contre, si on fait plusieurs fois cet étirement, on s'aperçoit que plus ça va, plus le moment du plateau apparaît plus tôt. Mais en même temps, le pic que j'avais de résistance au départ, qui caractérise ma raideur, en fait, mon état de relaxation, on peut dire, va diminuer. Donc, c'est de plus en plus facile de mettre en fait, ma jambe à la verticale et je me sens de plus en plus relâché et prêt à l'action. C'est un peu comme dans le sport de combat. En fait, on doit être relâché, pas ça doit partir. C'est le même principe. Si je suis déjà complètement crispé, ça ne va pas vraiment partir bien loin. C'est un peu l'image qu'il faut avoir. Et ça, c'est pour une série, on va dire, d'étirements à angle constant. Quand on fait les moments constants, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on maintient la pression, par exemple sur un talon, quand on fait un étirement de la jambe tendue avec le disque jambier qui est la cible, il y a ce maintien de pression, si on le garde constant et puis qu'on a toujours la même tension dans le muscle à 7-8 à l'échelle de douleur, pendant toute la durée d'étirement qui se répand sur 30 secondes, une minute, on s'aperçoit que ce n'est pas 30 secondes, une minute où on a l'effet maximal, c'est en 15 secondes, maximum 20 secondes. Ça veut dire que si on est un peu pressé par le temps, autant utiliser un moment constant qu'un angle constant. Parce que ça divise par deux quasiment le temps de maintien. Et si on fait une série de plusieurs stretches à moment constant, on peut encore diviser par deux, c'est 7-8 secondes à peu près, de temps de maintien, où on va avoir le même effet. Donc, ça voudrait dire que pour ce style d'entraînement, pour les ischios, par exemple, on peut faire, si imaginons on fait 3 séries, on le fait que durant 7-8 secondes. Si on fait 3 répétitions, une seule série, 3 répétitions. Oui, c'est ça, oui. Parce que pareil, oui, c'est ce nombre maximal de répétitions, et à l'époque, c'est Mike Dusson qui était le premier à le montrer. Il a fait, dans un de ses protocoles sur les mollets notamment, ischio aussi, il a fait 10 répétitions. Dans sa publication, il montre l'effet à 1, 5 et 10. En fait, quand on voit les 10 valeurs qu'il met dans sa publication et non pas résumées juste sur 1, 5 et 10, on voit qu'en fait, au bout de 3 reps, on n'a plus de gain. Donc, que ce soit pour angle constant, moment constant d'ailleurs. C'est-à-dire que 3 répétitions suffisent à obtenir l'effet qu'on recherche. Le reste, c'est peut-être qu'on va prendre du temps pour parler avec les copains. Parce que ça, voilà. Mais du coup, moment constant, quand vous parlez de répétition, c'est bien une répétition, c'est en moment constant, c'est d'amener sur 7-8 secondes de plus en plus loin pour que la personne qui est étirée ait cette notion de 7-8 sur 10 en douleur. Puis une fois que c'est fait, on relâche on revient totalement. Un petit peu en arrière, c'est sur 2 secondes et on repart. Et on repart, ouais. Et donc ça, pour un même muscle, imaginons les ischio-jambiers, on le ferait 3 allers-retours. Voilà. OK. 3 allers-retours suffisent à avoir l'effet désiré. Donc, 3 allers-retours, on viserait plutôt 7-8 secondes. Et si on le fait qu'une fois, un seul aller-retour, là, on peut aller chercher 15-20 secondes. Voilà. Et donc, ça, on pourrait faire, imaginez le faire sur tous les groupes musculaires dont on aura besoin lors de la performance qui suit cet étirement. Les groupes principaux, oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc, okay. Ceux qui sont identifiés comme étant, on va dire, les plus sollicités dans la performance. Mais après, si on raisonne comme ça, on est un peu minimaliste dans l'approche. Alors je m'explique là-dessus parce que un muscle ne travaille jamais de façon isolée. Et plus on apprend des choses sur les fascias, plus on découvre en fait que les muscles sont tous interdépendants. Tous interdépendants. Même, et là c'est une publication qui est sortie en 2021, je vais éventuellement envoyer le lien pour le mettre en lien dans la vidéo, qui montre que la notion de muscle antagoniste, et même ce qu'on appelle le paradoxe de Lombard, ce sont des notions complètement obsolètes. Avec les connaissances qu'on a accumulées sur les fascias et leur façon de fonctionner et d'être organisées dans le corps humain, ces notions-là ne sont plus du tout recevables, surtout quand on est en train d'observer des chaînes cinétiques fermées, qui sont en fait presque la base de notre nocivité dans le sport. Quand on court, on est comme ça, c'est pas une chaîne ouverte. Même quand on pousse une charge, etc. Donc, c'est-à-dire que les chaînes fermées sont une caractéristique particulière, très intéressante pour le mouvement en rééducation ou en sport. Et elles ont une façon de fonctionner qui est telle qu'elles mobilisent l'intégralité des muscles dans la zone qui est considérée. Ce qui fait qu'il y a à la fois des liens, par exemple, sur une chaîne postérieure, on pourrait dire entre les ischios et les mollets, mais aussi quand on fait un squat, le quadriceps et l'ischio travaillent de concert.
il y a une propagation de la force musculaire qui se fait en fait sur les deux faces de la cuisse, qu'on est capable de mesurer aujourd'hui. C'est un monsieur qui a fait ça, Huygens, dans les années 2000, et qui est, qui change complètement notre vision de ce qu'est le moteur. En fait, c'est un gros moteur qui est une chaîne musculaire avec tout un tas de petits moteurs qui sont à l'intérieur et qui sont en lien les uns avec les autres. Et donc, le stretching à ce moment-là devrait être plutôt, non pas ciblé sur un muscle, mais plutôt en chaîne. Ok. Et là, on vient sur une autre, une autre approche de la physique et de l'individualisation, c'est que déjà, quelles sont les chaînes musculaires identifiées comme telles, en tout cas, par les anatomistes, comme Karel Stecko à Pavie, etc. Myers, c'est quelques soucis avec ces chaînes parce qu'il montre des choses qui ne sont pas démontrées par les anatomistes. Donc, il y a une petite compétition, une petite querelle de scientifiques, c'est ce qui est normal. Le consensus n'est pas la règle en science, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, l'idée des chaînes musculaires, c'est d'analyser en fait la discipline, voir comment en fait les chaînes musculaires sont sollicitées. Est-ce qu'il y en a qui sont plus sollicitées en préparation de mouvement et d'autres en action vraiment importante dans le mouvement? Si on prend par exemple le lancer de javelot, on a toute une chaîne qui est croisée et spiralée, qui permet à la main de partir très loin derrière. Une fois que c'est bien allongé, tout ça, ça revient, donc ça se raccourcit, en même temps, ça se tord. Et c'est ça qui fait que le bras revient vers l'avant et catapulte le javelot. Donc, quand on fait cette analyse de discipline de façon poussée, mais avec la biomécanique moderne et non pas l'ancienne, parce que les bras de levier, c'est pareil, c'est complètement obsolète avec ces notions de fascia. Donc, on raisonne bien sur des chaînes, avec le principe dit de temps-sécurité. Ben là, on voit en fait qu'il y a un intérêt en fait, à préparer à l'échauffement ou même dans l'entraînement. Les séances de préparation physique peuvent être orientées pour aider en fait, les personnes à les accompagner, en tout cas individualiser en fait, le travail des chaînes musculaires qui sont intéressantes pour la discipline. Okay. Ça, c'est une première chose qui arrive, qui ressort du travail qui est fait dans toutes les publications liées au fascia et au système myofacial. Et la deuxième chose maintenant qui est en train d'émerger et qui va vraiment bouleverser totalement, qui m'a déjà bouleversé depuis 15 ans, que je connais ça, mais qui va bouleverser encore plus de monde dans la communauté à la fois des patients et des athlètes, c'est que dans notre évolution personnelle, en nous développant, en apprenant à bouger, on a appris en fait, à exploiter la gravité d'une certaine façon, qui nous est propre. On a des points communs avec cette personne, mais elle nous est propre. Et c'est ça qui va expliquer, par exemple, pourquoi notre démarche, quand on marche, eh bien, elle est quasiment unique. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche dans la rue et qu'on le voit de loin, on le reconnaît par sa démarche. On appelle ça une signature motrice. Ces signatures motrices, elles nous disent qu'on a développé une capacité à solliciter toutes ces chaînes musculaires qui nous est propre et performante. À partir de là, on doit respecter ça, déjà apprendre à les connaître. C'est là qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à changer un peu leur modèle de pensée parce que ça révolutionne complètement ce qu'on savait et les certitudes tombent toutes, les unes après les autres. On doit tout réapprendre et elle va vraiment être au service de l'individu, voir comment il fonctionne, voir comment il bouge et l'aider dans cette façon de bouger. Et là, on voit que les chaînes musculaires, il y a des chaînes préférentielles. Par exemple, en squat, on a des gens qui vont plutôt travailler un peu plus sur une chaîne postérieure, d'autres un peu plus sur une chaîne antérieure. Et ça, il faut le respecter. Et c'est ça qui va donner les cinématiques des squats différentes d'une personne à l'autre. Et les recommandations qu'on fait, quelquefois, vont aller à l'opposé en termes de performance de ce qu'on attend en fait, de la personne. Ouais. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on donne des consignes, des recommandations en fonction de notre façon de bouger à nous, qu'on met sur l'autre et qui ne va pas forcément les convenir. Voilà. Ouais. Là, c'est encore une fois, c'est un manque d'individualisation. On fait peut-être ce qu'on aurait tendance, enfin, ce qu'on nous a toujours dit ou ce qu'on a pu apprendre, alors qu'au final, pour cette personne, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas à ses préférences motrices en soi. Mais, alors, je préfère dire signature motrice parce que c'est le terme scientifique. Préférence motrice, etc. Là, c'est une marque déposée, c'est un bouquin qui est sorti chez Enfoire aussi. D'autres parlent effectivement une autre façon de bouger, comme chez Voloven, etc. Donc, la signature motrice, c'est le nom scientifique de ces choses-là, qui existent depuis très longtemps, hein, on le sait. Simplement, on comprend maintenant l'importance, alors que ça fait déjà 30 ans que certains s'y intéressent. On comprend juste maintenant l'importance de ça, mais pas de façon assez, pour moi, il y a beaucoup trop de freins dans l'acceptation de cette évidence qu'on voit depuis plus de 30 ans, même les premiers travaux, c'est les années 70, hein, dans la marche. Donc, ça fait plus de 50 ans en fait, qu'on sait que c'est comme ça. La démarche humaine est caractéristique de chacun. Chacun marche à sa façon et on est capable de reconnaître les gens à leur façon de marcher.
Et un thérapeute, quand il a l'habitude de voir quelqu'un, quand il rentre dans son bureau de son patient, eh bien, à sa démarche, il sait que là, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire l'observation, au lieu de mettre notre ego en premier, on devrait être un petit peu plus humble, se mettre en observation, en retrait, et laisser la personne en fait nous montrer ce dont elle a besoin, plutôt que nous imposer nous en tant que spécialistes, experts, etc., avec tous ces grands mots, et donner juste notre façon de voir les choses, qui n'est quelquefois absolument pas en concordance, ou en tout cas en adéquation avec ce que la personne est et ce qu'elle attend. Ouais, je vois. Ça, c'est quelque chose qui est important, Ouais, non, à mes yeux. Hein. Ouais. franchement, c'est intéressant. Et maintenant, Je ne règle pas mes comptes, hein, je dis simplement les choses que je perçois aujourd'hui avec mon expérience. Hein. Voilà. Pour revenir un peu aux étirements, là, on a beaucoup abordé les étirements qu'on ferait en début de séance avant le sport. Maintenant, on entend aussi souvent, il y en a qui disent qu'il faut s'étirer juste après la performance sportive. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut attendre 2 à 3 heures pour faire ces étirements-là, une fois qu'on a refroidi, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Et pareil, quel est le besoin de chacun? De quoi j'ai besoin au final? Alors, c'est un peu bateau, hein, c'est un peu normand, comme diraient certains, c'est ni oui ni non. Mais si on pense que l'individualisation, c'est important, bah, c'est la seule question qu'on va se poser. En fin de séance, si je sens que les tensions sont vraiment trop importantes et puis que même à pas ma douce, ça va être l'horreur, bah, pourquoi pas prendre un petit temps pour faire le cool-down avec des postures où je vais juste maintenir les postures, essayer de me décontracter. Et on sait que dans la phase expiratoire, ça impacte directement le tonus musculaire via le tronc cérébral pour essayer de relaxer les muscles. Et donc ça, c'est peut-être des techniques qu'on va utiliser pour essayer de se relâcher parce que la séance était difficile. Et après, si c'est une question d'amélioration de la performance en termes de souplesse, donc l'objectif de mouvement, l'étirement à froid, on peut très bien s'étirer le matin à froid, il n'y a aucun problème. Pareil, il y a quelques données là-dessus intéressantes. On voit que c'est plus le stress interne qui est en fait le guide de la séance plutôt que l'amplitude en elle-même. En gros, le matin, quand on se réveille, quand on se met au bord du lit, qu'on veut toucher ses pointes de pied, quelquefois on ne les touche pas. 4 heures après les réveils, par contre, la même posture, on touche. Donc, il s'est passé un phénomène qu'on appelle le phénomène de tixotropie, où juste en se levant, en bougeant, bah, spontanément, nos muscles commencent à bouger et commencent à être un petit peu plus extensibles. Et ça plafonne au bout de 4 heures après le réveil, l'heure du réveil. Et donc, quand on fait une séance d'étirement à froid, en fait, ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est plutôt de travailler sur les tissus pour faire en sorte qu'ils aient cette capacité justement d'extensibilité qui s'améliore suite à mon intervention. Parce que le travail de la souplesse, c'est justement, en général, l'amplitude du mouvement, donc le range of motion des Anglais, qui va être travaillé. Et à ce moment-là, on a intérêt à peut-être faire, quand c'est vraiment une séance sur la souplesse, et moi, c'est ce que je faisais avec mes gymnastes. Hein, quelquefois, c'était dimanche matin avant la messe. Hein, je bègue. C'était dimanche matin qu'on faisait ces séances-là, pendant 1 heure, hein, où on était sur des postures qu'on maintenait. Et là, on travaillait sur justement un peu de la, comment on pourrait appeler ça, une sorte de travail neuromusculaire, où je faisais faire des postures à mes gymnastes qui correspondaient à ce que les juges attendaient sur le code de pointage pour ne pas les pénaliser. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Et puis, c'est quelquefois justement des phases aussi où les personnes découvrent qu'elles pouvaient faire ça alors qu'on ne pensait pas le faire. Donc, c'est très gratifiant pour eux. Et donc, ces étirements à froid, leur objectif principal, c'est vraiment de travailler sur l'état interne du muscle et donc son extensibilité qui peut être atteinte, ce coup-ci, non pas en mettant une tension, on va dire, qui va aller jusqu'à 90 degrés, mais peut-être qu'à 60 degrés, ça suffit pour mettre en tension le muscle tel qu'on voudrait l'avoir en interne. Donc là, on gagne en amplitude. C'est moins agressif, on pourrait dire, pour les personnes, et c'est tout aussi efficace, par contre. Pour avoir des gains, il n'y a aucun problème. L'intérêt de faire des séances uniquement de souplesse, c'est justement pour développer cette souplesse. Parce qu'avant un effort ou après un effort, faire de l'étirement aura un impact, mais qui n'est pas le même. Ce n'est pas là qu'on va développer sa souplesse. Ce n'est pas le même effet recherché, complètement. Ouais. Donc, c'est là que les méthodes et les techniques justement d'étirement il faut les connaître pour savoir, pour piocher en fait, ce dont on a besoin en fonction de la phase et en fonction de l'objectif recherché. Ouais. Et donc, en fait, en préparation physique, ça peut être intéressant de mettre en place, je ne sais pas, une ou deux fois par semaine, des séances uniquement basées sur la souplesse. Bah, si c'est nécessaire, oui. Je dis n'importe quoi. Si un gymnaste ne fait pas le grand écart, je pense qu'il y a une priorité. Parce qu'il va se faire défoncer au niveau des juges. Hein. Là, il va perdre beaucoup de points juste pour ça. Et s'il fait des super mouvements et qu'il se fait vraiment pénaliser pour ça, ça n'a pas de sens. Enfin, je peux faire un pari maintenant. Tout le monde
tout le monde, hormis peut-être un problème d'anatomie au niveau du col fémur, mais tout le monde pourrait faire un écrasement facial, un grand écart costal et un grand écart facial, à condition de se donner le temps pour le faire. C'est un pari qu'on s'est fait avec les stagiaires que j'ai en Suisse, et ils vont me faire mes photos à Noël pour m'envoyer effectivement les preuves qu'ils ont bien fait leur grand écart en 3 mois. Voilà. Certains n'y croient pas, et pourtant, ils ont des progrès incroyables. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut être souple. Et après, est-ce que c'est utile pour ma discipline? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? De quelle amplitude j'ai besoin pour être performant? C'est donc, ça la question, la vraie question. c'est ça qui est intéressant, c'est parce que je pense que dans la vie d'énormément de gens qui se renseignent pas beaucoup sur le sujet, on pense que les étirements, c'est des choses qu'on fait même en club, hein. Souvent, on donne des étirements 5 minutes après, comme ça, pour dire qu'on donne des étirements, mais Débrouillez-vous. ça pourrait être réellement intéressant de faire une séance complète d'1 heure basée uniquement sur ça, si le sport le demande. Après 1 heure, c'est trop long. En réalité, avec les méthodes qu'on connaît, si c'est 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Hein. Ça va beaucoup Ok. plus vite que ça. Les seules disciplines vraiment où il y aurait besoin d'aller un peu plus loin, c'est les disciplines que j'ai citées au départ, c'est la gymnastique, la danse, certains sports de combat, etc. Ou peut-être même l'athlétisme, où là, on a besoin d'amplitudes qui sont dites anormales. Enfin, le grand écart, même si quand on marche, on fait un écart entre la jambe avant et la jambe arrière, cet écart-là, en fait, c'est juste si on l'amplifie et qu'on se met par terre, c'est le grand écart. Donc ça, il y a, on va dire, le domaine de la physiologie classique de monsieur, madame, tout le monde. Il y a presque qu'on recherche dans une discipline particulière et qui est même l'essence même de la discipline. La souplesse fait partie de la danse, de la gymnastique, des sports de combat. Donc là, il faut le travailler. C'est inévitable. Mais même des sports comme le football américain, hein, celui qui marque les buts, qui marque les pénalités, il est très souple. Le sumotori est très souple. C'est pareil. Donc il y a des sports où c'est essentiel. Puis d'autres, en fait, c'est pas si essentiel que ça. Du moins, c'est pas sous cette forme-là qu'il faut imaginer la travailler. Ouais. Donc encore une fois, c'est une bonne connaissance des disciplines et des besoins de la discipline et surtout des besoins de la personne qui pratique cette discipline qu'il faut remettre à plat. Voilà, ça, c'est l'individualisation, c'est le boulot du préparateur physique, il est là, quoi. Ah non, clairement, l'individualisation, c'est une des clés, en tout cas, en préparation physique. Et c'est tellement dur que certains, ils prennent un petit raccourci en disant, oh, vas-y, fais ton petit tirement en fin de séance, et puis ça va bien se passer. On ne veut pas se prendre la tête avec ça, c'est déjà assez complexe de faire de la force, alors on va faire la même chose pour la souplesse. C'est trop galère. Non, clairement. Ouais. Et ma dernière question serait, est-ce que faire de la souplesse, s'étirer régulièrement, peut avoir un impact positif sur le risque de blessure? Donc, éviter un peu certaines blessures ou pas? Alors, c'est expliqué dans mon ouvrage. C'est là qu'il faut vraiment comprendre la différence entre raideur et extensibilité. Enfin, raideur et souplesse. Quelqu'un qui est raide, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas souple. Ça n'a strictement rien à voir. Quelqu'un qui est raide, c'est quelqu'un qui est. C'est positif, hein. C'est positif. Quelqu'un qui est raide, c'est qu'en gros, il est capable de stocker de l'énergie élastique dans son tissu qu'il va restituer très rapidement lorsqu'on va arrêter de le mettre en tension. Ça, c'est la raideur. La raideur, c'est l'inverse de la compliance. R est égal à 1 sur C. C'est mécanique, c'est ce qu'on apprend dans tous les traités de mécanique des matériaux, c'est ce qui est marqué. Donc, c'est le matériau vivant, on répond aussi à cette règle quelque part. Donc, ça, c'est juste pour la raideur. L'extensibilité, c'est autre chose. Et c'est là que la mécanique newtonienne, en fait, n'arrive plus à répondre à la complexité que représente le système myofascial. Et qu'il faut utiliser d'autres équations et d'autres façons de penser. Il faut que j'essaie d'être simple. Les données sont assez complexes. Donc, on va faire du simplex. Simplicité dans la complexité. Souvent, je prends comme illustration la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Quasiment tout le monde la connaît. Il y a un coup de vent, le chêne qui est raide. C'est ce qu'on dit dans la fable. Il est raide. Le coup de vent le fait craquer, il tombe. Le roseau, qui est souple, il plie et ne rompt pas. Okay, c'est ce qui est marqué dans la Bible, dans la Bible et puis dans la fable. Cette analogie, elle est simpliste et ne rend pas compte de la complexité en fait réelle du système tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Dans la blessure, en fait, il y a deux choses. C'est à la fois un problème de raideur et un problème d'extensibilité. Si on met la jambe, on a une personne qui est debout, on lui demande de mettre l'une de ses jambes à l'horizontale, enfin, un membre inférieur, précis, à l'horizontale. Donc, il va monter tout doucement et s'arrêter
il va essayer d'être à 90 degrés, plus ou moins, certains sont en dessous. Et ça, on va dire, c'est du passif. C'est lent, il essaie de lever la jambe, il s'arrête. Maintenant, si je lui demande de faire la même chose avec un petit peu d'élan, au lieu de 60 degrés, il va peut-être monter jusqu'à 80 degrés, 80 degrés. Et si je l'aide, il va plus haut. Donc, on voit bien que ce qui l'empêche de faire monter le pied, ce sont deux choses. C'est à la fois une raideur et une extensibilité. Passivement, avec mon aide, il va très loin. Tout seul, même avec élan, il va moins loin. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même bizarre. La notion de blessure, en fait, elle vient justement il faut combiner en fait, ces deux paramètres. Si on fait juste l'année sur les ischios jambiers, les blessures vont survenir dans deux types, je caricature exprès, deux types de mouvements. Un mouvement où la personne est par exemple, en appui et l'autre, elle est en mouvement. C'est-à-dire que c'est par exemple la jambe d'appui, je suis un footballeur, je tape, c'est à la mode, j'ai mon pied gauche qui est par terre, je tape avec mon pied droit et c'est l'ischio de ma jambe gauche, de ma cuisse gauche qui a lâché. Alors on pourrait s'attendre que c'est plutôt celui qui est à droite, parce que je tape dans le ballon, qui va lâcher. Comment ça se fait? Il y a tout petit mouvement et pourtant ça a pété. Donc là, c'est là que la raideur et l'extensibilité se mélangent et que les gens ne comprennent pas tout à fait le phénomène de blessure. L'état du fascia avant le mouvement et pendant le mouvement est tributaire du système végétatif. Le stress compétitif peut augmenter cette tension-là. Et donc, on peut avoir une rupture myofaciale, ce qu'on appelle une déchirure musculaire, dans le jargon, que maintenant les scientifiques appellent une rupture myofaciale, et ça, c'est important, myofaciale, et là, c'est le fascia qui est pété. Parce que son état de tension avec le système végétatif est tel qu'il n'a pas pu résister en fait, à la mise en tension interne qui lui était imposée. Alors que la jambe n'était pas du tout en allongement, elle était en train d'être appuyée et ça lâche. Donc, on voit que quelquefois, le système cognitif, le stress qu'on a, peut avoir une incidence directe sur le muscle à l'effort. Ok. L'autre cas de figure de blessure, ça serait justement, j'allonge le pied, je tape dans le ballon, et en fin de parcours, là, ça pète. Là, c'est un autre état. Là, c'est un problème d'extensibilité. Quand j'ai au maximum de mon extensibilité, je suis à 70 degrés, 70 degrés, tout seul, et sans l'aide de quelqu'un. Avec un petit peu d'élan, j'arrive à mettre la cuisse à l'horizontale quand je tape. Or, ça, c'est mon 100%. Je ne peux pas aller au-delà, parce qu'après, j'ai mal. J'arrive à 10 sur l'échelle de douleur. Or, si, quand je tape sur le ballon, j'arrive à cet angle-là, à chaque fois, et à un moment donné, le tissu, il lâche. Et là, donc, c'est une autre caractéristique, avec donc, cette combinaison extensibilité et raideur, qui fait qu'on a une blessure qui peut se créer. Donc là, mon but, c'est plus seulement de diminuer l'état de stress interne, c'est de donner une marge de sécurité supplémentaire au sportif en lui permettant de monter un petit peu sa cuisse plus haut, d'avoir un angle plus grand, parce qu'il va toujours taper à peu près à la même hauteur. Quand il a fini son pied, généralement, il arrête à peu près à la même hauteur. Donc, je veux que cet arrêt à la même hauteur soit plus le 100%, mais peut-être le 80 ou le 70%. Et là, le travail de l'extensibilité, même chez un footballeur, peut être intéressant justement pour lui donner une marge de sécurité, une marge de réserve, pour ne pas rentrer dans une situation où le stress interne en extensibilité est tel que le tissu musculaire va lâcher. Et là, c'est une autre rupture myofasciale, mais avec une origine différente. Voilà. On confond les deux, et en fait, pour moi, il y a vraiment deux choses différentes. Okay. Et là, l'étirement peut, en tout cas, le travail de la souplesse et des étirements, et des méthodes d'étirement ont un impact à avoir pour cette préparation et cette prévention des blessures. Ouais. Pas moi qui le dis, enfin, je l'explique comme ça aujourd'hui, mais le premier à l'avoir montré, c'est Videvroux avec ses équipes de football en 2000 et 2002, un suivi de 2 ans. Il a montré que les personnes qui avaient le moins d'extensibilité des ischio-jambiers étaient ceux qui avaient le plus de probabilité de se blesser, qui étaient d'ailleurs blessés. Il y avait 5 blessures sur 10, en gros, 50% des blessures, un petit peu plus même, des blessures qui étaient sur les ischio-jambiers, sur toutes les blessures confondues au niveau du membre inférieur. Ouais. Et en 2003, ensuite, ils ont fait en pré-saison des étirements justement pour augmenter cette sensibilité, il n'y a pas eu de blessure. Ça a diminué. Ah, donc, intéressant. Quelque part, voilà, on dit c'est négatif. Sur le moment, peut-être, mais sur le long terme, non. Ouais. Ouais, non, vraiment. Il faut savoir, comment dire, faut beaucoup lire, beaucoup ingurgiter d'informations pour ensuite comprendre globalement ce qui se passe et arrêter de stigmatiser cette pratique au final. Ouais, non, franchement, hyper intéressant. Ça permet de voir plus clair à ce sujet qui, je trouve, est quand même
pas évident. C'est un peu Donc, touchy, oui. donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est toutes les questions que j'avais pour vous. Merci encore du temps que vous m'avez accordé. C'était hyper intéressant. Bah, franchement, comme j'ai dit, hein, vraiment un sujet, je pense, qui mérite d'être éclairé et d'être rendu plus simple à la compréhension pour tout le monde.